Merci de nous avoir rejoints pour ce débat lié à la résilience et au rebond de la presse quotidienne régionale. Débat que nous pouvons organiser grâce à l'ambassadeur de la PQR à Paris, en l'occurrence 366.fr, qu'anime Stéphane Delaporte, qui fera les mots de conclusion de ce panel. Grâce à 366.fr, grâce aussi peut-être à la pandémie, il y a parfois des effets positifs à certaines vicissitudes, la PQR a été reconnue comme un média plus qu'essentiel et CB News, dans son Grand Prix, a donné il y a quelques semaines le Grand Prix des médias à la PQR. Donc, on savait l'enracinement de la PQR, mais désormais, on sait qu'elle est devenue incontournable. PQR, ce n'est pas un chemin de travers, c'est au contraire pour les annonceurs, pour aussi les lecteurs, une voie d'accès incontournable, privilégiée, pour atteindre la vraie vie, pour s'ancrer dans le réel. Grâce à Stéphane, nous avons réuni un panel, j'oserais dire, exceptionnel, puisque sont représentés tous les grands seigneurs de ces régionaux, le groupe Ouest France, le groupe EBRA, le groupe Sud-Ouest, le groupe Télégramme, et aussi l'outsider, parce que tellement, je dirais, la PQR est importante sur les territoires hors de l'Île-de-France, ça ne devrait pas nous faire oublier que la PQR, grâce au groupe parisien Les Échos, est présent, et je salue la présence de Sophie Gourmelen qui contribue à elle seule à faire la parité, je dirais, avec les éditeurs de PQR qui l'entourent. Nous avons beaucoup d'interventions, donc mon rôle, c'est plutôt de lancer le ballon et de relancer, et peut-être, pardonnez-moi, si nous voulons avoir terminé à 16h, aussi parfois de vous accélérer et de vous rappeler que les temps de conclusion s'imposent. Tout naturellement, je vais demander de me succéder à ce micro et d'introduire les valeurs, par bien de valeurs, mais aussi de poids, à David Guiraud, le président de l'association qui est l'actionnaire du groupe Ouest France. Le groupe Ouest France est le premier acteur dans les régions sur une zone bien marquée qui est celle du Grand Ouest, mais qui aussi, à travers sa PHR, déborde le Grand Ouest et qui, avec ses valeurs, aussi nous interpelle sur, je dirais, le sens profond de ce que peut être une relation à la proximité. David, je vous laisse la parole. J'avais une petite inquiétude, vous étiez fait discret, ce qui n'est pas l'habitude de Ouest France, mais c'est votre habitude personnelle, parce que l'actionnaire à Ouest France se cache derrière un certain nombre de structures. Donc, privilège, David Guiraud. Merci Jean-Clément de cette invitation. Je suis vraiment très heureux, très honoré, très privilégié par rapport à vous, parce que je peux retirer mon masque et j'ai devant moi toute une série de fantomas, c'est magnifique, qui sont sans doute très frustrés de ne pas pouvoir faire la même chose. Je voudrais aujourd'hui vous parler
des 3 combats que nous menons. Mais avant de vous parler de ces combats, je voudrais contextualiser un peu les choses et rappeler ce qu'il en est de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En 20 ans, avec l'arrivée du digital, nous sommes passés de ce que j'appelle le mass media, qui était un modèle fermé, oligopolistique et très vertical, à ce que j'appelle le max media, c'est-à-dire un modèle totalement ouvert, hyper concurrentiel et horizontal. Le numérique, c'est vrai, a généré un formidable espoir de libéralisation et de renouvellement de la parole. De ce point de vue-là, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au XVe siècle avec l'imprimerie, qui a donné lieu, je vous le rappelle, ensuite à l'arrivée de la Renaissance. Il a de ce fait entraîné toute une série de changements qu'on connaît tous aujourd'hui, et notamment du perte de monopole de la parole de ce qu'on appelle les sachants, dont les journalistes, les professeurs ou les scientifiques sont les meilleurs représentants. Tout ça avançait de manière à pas, je dirais, assez claire, et soudain le mouvement a été complètement perverti en quelques années par le développement extrêmement rapide de ce que j'appelle la technologie de la rumeur, qui est incarnée notamment par les réseaux sociaux, qui sont devenus très rapidement les réseaux antisociaux. Dans cette guerre de l'attention à laquelle nous sommes livrés aujourd'hui, ils sont aujourd'hui beaucoup plus puissants, on le sait, que la technologie de l'information. Quand je dis beaucoup plus puissants, c'est même hyper puissant. Ils agissent à l'égard de la presse comme un virus extrêmement puissant, un virus qui détruit. Mais ce virus a un effet encore plus nocif sur quelque chose d'encore plus important pour nous, qui est la démocratie. Or, on le sait tous, la presse est un des éléments clés de la démocratie. Nous sommes donc en alerte rouge de démocratie aujourd'hui, et un certain nombre d'événements internationaux ou nationaux récents nous l'ont montré. Ce virus, il s'attaque à 2 niveaux de perception. D'abord, la perception de la valeur des choses. Tout se vaut, rien n'a de prix. C'est ce fameux mélange, ce cocktail extrêmement toxique de relativité et de gratuité. Le deuxième niveau de perception attaqué, c'est celui des revenus, et on est les premiers touchés, évidemment, quand on voit comment ont évolué nos chiffres d'affaires publicitaires, qui ont été totalement ratissés, si je puis dire, par ces technologies de la rumeur. Elles reposent sur 2 fondamentaux qui sont de plus en plus hors contrôle, c'est-à-dire hors éthique, hors réglementation, que sont les algorithmes et la gratuité. Dans ce modèle, le véritable produit, on le sait, ce n'est pas le lien, ce n'est pas le contenu. Le véritable produit, c'est vous, c'est nous, c'est le client. Le carburant de ce moteur en sur-régime est un mélange extrêmement détonnant, le fameux ECP, émotion, colère, polémique, n'est-ce pas, qui génère de l'addiction, de la manipulation et une sorte d'addiction au temps court absolument catastrophique. On est là, bien sûr, très éloigné des fondamentaux historiques du métier de l'information. Cette information qui est, une fois de plus, comme on le sait, indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et qui repose sur des choses que nous connaissons tous ici, assez élémentaires, mais tout d'abord sur les faits, ensuite sur de l'investigation, ensuite sur de l'analyse et ensuite sur du commentaire. Et non pas uniquement sur du commentaire poussé à l'ECP. On est là dans le recul, on est là dans la liberté de penser, on est là dans la tradition du temps long de nos journaux et de la presse telle qu'elle a exercé son métier pendant très longtemps. Voilà, on est dans ce monde aujourd'hui. Je voulais faire ce petit rappel parce que c'est celui qui nous pousse à modifier nos stratégies. Alors certes, 20 ans, c'est un battement de cils dans l'histoire de l'humanité, mais c'est quand même une période de mutation extrêmement profonde. Et ce monde, on le sait, est définitivement VICA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Cela étant, il faut rester optimiste, je le suis, nous le sommes, et toute crise, on le sait, est
réellement une opportunité de se réinventer, de voir plus loin, de se renforcer et de vaincre le virus en revenant à nos fondamentaux. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis de nombreuses années et que nous avons accéléré ces dernières années au groupe SIPA Ouest France et que nous allons continuer d'intensifier dans les mois et les années qui viennent. De manière synthétique, les trois combats que nous menons aujourd'hui, comme beaucoup de nos confrères qui sont là aujourd'hui, sont trois combats essentiels qui s'emboîtent. Le combat de la confiance, le combat de l'indépendance, le combat de la puissance. Je vais parler de la confiance d'abord. Cette confiance, elle commence par l'interne. Comment transformer un groupe sans en casser la dynamique historique ? Peter Drucker, le fameux gourou du management que vous connaissez sans doute, a une phrase qui, pour moi, est une des phrases les plus fortes du management. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Tout commence par la culture. Changer la culture, c'est long, c'est compliqué, ça génère beaucoup de peur, mais c'est indispensable. Nous avons travaillé sur ce changement de culture. Nous avons travaillé aussi sur un nouvel horizon stratégique. Nous avons travaillé sur notre capacité à nous transformer en lançant il y a 3 ans, bientôt 4, un grand plan qui s'appelle chez nous « Inventons demain ». Et nous avons testé live notre capacité justement de nous adapter, comme beaucoup d'entre vous, à l'occasion du confinement, puisqu'on a fait en 3 semaines, voire en 3 jours, des choses qu'on n'imaginait absolument pas possibles 3 semaines avant. Et c'est vrai qu'en 3 ans, la culture de notre groupe a profondément changé sans abandonner ses valeurs historiques, et ça, c'est absolument décisif. La confiance, bien sûr, elle est aussi et surtout externe. C'est-à-dire, on parle de la confiance de nos lecteurs. Cette confiance, elle repose sur plusieurs choses. La première, elle repose sur notre enracinement, et Stéphane Delaporte rappelle à juste titre à quel point, on le sait, nos médias de proximité sont une source de confiance, comme le montrent toutes les études chaque année, par rapport à tout le reste de la presse. Et c'est un capital qui est absolument essentiel et sur lequel nous devons évidemment continuer à travailler. Je vous rappelle que pendant la crise des Gilets jaunes, les 2 personnes auxquelles les citoyens faisaient le plus confiance, d'après les sondages, c'était leur maire et le chef d'entreprise. C'est-à-dire les gens qui étaient en proximité, les gens qui voyaient tous les jours, avec lesquels ils pouvaient dialoguer. Cette confiance, elle repose, de notre point de vue aussi, sur une formidable exigence éthique. Dans notre groupe, elle se traduit dans une charte éditoriale qui est très structurante, au service d'une raison d'être que je vous lis. Éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. Cette raison d'être découle directement des valeurs prônées par l'association dont parlait Jean-Clément Texier tout à l'heure, que je préside, et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et qui possède le groupe Ouest France. Cette raison d'être, elle s'incarne aussi tous les jours dans des principes de base, au plan notamment éditorial, qui sont les suivants, entre autres. Dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner. J'aime bien cette dernière phrase. Dénoncer sans condamner. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de beaucoup de médias en continu, pour ne pas les citer. On est en tout cas très loin du mélange ECP dont je parlais tout à l'heure, et pourtant ça marche. Nos audiences croissent, nos audiences se développent. La confiance repose aussi de plus en plus sur une meilleure écoute de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons décidé, enfin c'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps, mais ça s'est renforcé, de renforcer cette écoute de la réalité des territoires, et nous avons annoncé, comme vous l'avez sans doute vu il y a quelques semaines, que nous arrêtions de publier des sondages pour nous tourner vers la réalité du terrain, vers la réalité des attentes, vers ce dont les gens ont envie de parler. Je ne vais pas commenter ce point, il a été très très largement commenté,
Mais pour nous, c'est absolument essentiel. Par ailleurs, pendant le confinement, 15% de notre pagination a été consacrée, laissée à nos lecteurs qui ont rempli le journal. Ça a été une formidable période pour eux et pour nous. Nous avons appris énormément et le lien avec eux, évidemment, s'est considérablement renforcé et la confiance aussi. Cela fait partie donc des travaux sur lesquels nous sommes extrêmement engagés. Donc, c'est vrai que notre conviction, c'est que dans la guerre de l'attention au lecteur est la priorité. Le lecteur non pas comme produit, le lecteur comme citoyen. Après, la confiance, l'indépendance, qui est directement liée évidemment à la confiance. C'est une des composantes essentielles. Une des composantes essentielles du sentiment de liberté de chacun, et sentiment de confiance vis-à-vis de la démocratie. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de l'indépendance? Ça interroge en priorité la gouvernance de nos organisations, à savoir qui parle. Est-ce un vrai visage qui inspire ou est-ce qu'un masque qui manipule? Au service de quelle raison d'être existe-t-elle et quelle est-elle? La raison d'être n'est pas un slogan marketing, je vous le rappelle. La raison d'être, c'est quelque chose qui sert la société. Avec quelle sincérité, avec quelle authenticité? Et là, ça interroge évidemment les conflits d'intérêts, les combats et les agendas cachés. Et le lecteur est une grande personne, adulte, en général formée, avec une bonne intuition, capable de justement déterminer quand l'authenticité n'est pas au rendez-vous. Cette question de l'indépendance est une préoccupation centrale de notre groupe et de ses dirigeants depuis sa création. C'est la raison pour laquelle notre groupe, a été placé il y a 31 ans sous l'égide d'une association loi 1901 que je préside, donc qui s'appelle, comme l'a dit Jean-Clément tout à l'heure, la SPDH, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Alors certes, on pourrait trouver plus moderne, hein, mais enfin ça dit ce que ça dit. Cette association, qui est composée d'une 60aine de membres, qui partagent les valeurs que j'ai évoquées, est propriétaire du groupe. Elle est porteuse d'une charte de valeurs extrêmement détaillée, synthétisée dans la raison d'être que j'ai indiquée. C'est un montage qui est extrêmement vertueux à 3 titres. Le premier, c'est qu'il préfigure déjà ce qu'on appelle les sociétés à mission, qui émergent de plus en plus aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'il interdit toute OPA hostile ou prise de participation rampante, qui est quand même un des jeux préférés de notre univers depuis longtemps. Et troisièmement, il oblige, et c'est très important, à être économiquement profitable, parce que la profitabilité est la condition de l'indépendance. Nous allons procéder cette année à un stress test, comme on dit dans les banques, de notre gouvernance pour nous assurer justement que tous ces principes fondateurs continuent à être bien respectés et que nous étions bien en phase avec les meilleures pratiques en matière de gouvernance actuelle. Et vous le savez, elles ont le niveau d'exigence en matière de gouvernance dans toutes les entreprises a formidablement monté depuis quelque temps. À la suite de ce long travail, nous avons pu constater que les principes étaient parfaitement défendus sur le fond, mais qu'il nous fallait aller encore un peu plus loin dans quelques améliorations de fonctionnement. De ce fait, les 2 tiers du conseil d'administration ont été renouvelés, rajeunis, féminisés, et nous avons éliminé les quelques risques de conflits d'intérêts qui pouvaient demeurer dans notre fonctionnement. Donc, SIPA Ouest France continue donc après 30 ans, j'insiste parce qu'on oublie que ça fait déjà 30 ans, à être un des tout premiers groupes de médias véritablement indépendants en France, avec la ferme intention de le rester. Tous les jours, nous mesurons combien cette indépendance est absolument capitale dans la confiance de nos lecteurs. Ils nous le disent, ils nous l'écrivent. Nos annonceurs aussi y sont particulièrement sensibles. Mais cette position ne pourrait pas être durablement tenue sans notre 3e combat, qui est celui de la puissance. Alors, pas la puissance pour la puissance, mais la puissance pour résister aux GAFAM. Pas la puissance fermée, isolée de l'ancien monde,
mais la puissance qui doit pouvoir être partagée, comme nous le faisons déjà, avec tous ceux qui défendent les mêmes valeurs, les mêmes combats et le même souci de démocratie. Pour mémoire, le groupe Ouest France, c'est 4 quotidiens sur le Grand Ouest, dont Ouest France, qui est la plus grande diffusion quotidienne en France. C'est 96 hebdos, Jean-Clément en a un peu parlé, sur l'ensemble du territoire français. C'est 50% de 20 minutes que nous partageons avec nos partenaires et amis de Rossel. C'est de la radio, c'est de l'affichage, c'est de l'événementiel. Bref, un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros, 4000 personnes, plus de 1000 journalistes, 3000 correspondants, une force de frappe donc importante. Et, last but not least, une audience digitale cumulée de plus de 300 millions de visites mensuelles. En effet, la puissance que nous recherchons et que nous devons défendre aujourd'hui, c'est bien cette puissance digitale. Elle est absolument prioritaire. Elle repose pour nous sur quelques mots-clés: plateformisation, hybridité, fluidité. En 4 ans, nous avons développé donc 3 plateformes qui sont toutes aujourd'hui dans le top 10, voire le top 3 du classement de la CPM. Ouest France, Actu.fr qui rassemble tous nos hebdos locaux, et 20 minutes. La puissance cumulée de ces 3 plateformes, soit 6 millions de visiteurs uniques quotidiens, nous permet aujourd'hui d'avoir une pénétration de plus de 55% sur toutes les régions de France. Notre groupe n'est plus simplement un groupe régional. Le digital défait les chasses gardées et efface les barrières à l'entrée, on le sait tous, dans tous les métiers. Si l'on développe la technologie, si l'on développe l'agilité et si on est très attentif, évidemment, aux attentes et aux nouveaux usages. L'ambition historique de Ouest France était d'aller de la commune au monde. C'est chose faite. Cette ambition s'est renforcée avec une force de frappe qui va de l'hyperlocal à l'international. Nous avons 55 correspondants à l'étranger. Je finirai très rapidement sur l'hybridité, qui est un mot pour moi extrêmement important. C'est la base de l'innovation qui mélange les métiers, les modèles, les cultures. Et cette intelligence collective ne se limite pas aux équipes en interne. Elle intègre les lecteurs, je l'ai dit tout à l'heure. Elle intègre nos partenaires aujourd'hui, demain, en France et à l'étranger. Elle permet de passer du silo au Lego, c'est-à-dire de cette capacité que nous aurons à nous adapter plus vite et mieux à une complexité de plus en plus croissante. OF7, qui est notre accélérateur de start-up, en est un exemple. France Live, notre plateforme régionale, en est une autre. Il y a beaucoup d'autres exemples de cela. Donc on travaille beaucoup sur ce concept d'hybridité. La fluidité, pour finir, c'est, comme vous le savez tous, une des attentes non négociables de nos lecteurs et de nos clients. Alors, très longtemps, ça a reposé sur un système de portage très efficace, qui continue d'être là, et qui permet d'apporter évidemment le journal à 6 heures du matin sur le paillasson. C'est ça la fluidité historique. Mais aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus loin. On passe du mass market au sur-mesure de masse, ce qui veut dire un travail sur les datas, un travail sur la compréhension extrêmement fine de la manière dont les gens vivent. Il faut être en empathie avec nos clients. Il ne faut pas avoir une vision top-down, comme on dit en français. Voilà. Tout ça, c'est notre capacité à agir en mode d'apprentissage permanent pour changer ce que nous faisons, y compris nos modes de pensée. Et ça, c'est absolument clé. Je conclurai, cher Jean-Clément, en espérant ne pas avoir dépassé le temps que vous m'avez imparti, en vous disant que ces 3 combats, celui de la confiance, celui de l'indépendance, celui de la puissance, nous devons les mener avec une très grande détermination. Et ce, pour 3 raisons. La première, continuer à honorer pleinement notre raison d'être. Ça me paraît essentiel. Deuxièmement, à consolider, élargir et rajeunir nos lectorats, notre lectorat. Comme vous le savez, aux États-Unis, le Washington Post, le New York Times et bien d'autres ont vu leur diffusion exploser grâce au numérique. Et c'est notre rôle de parler au plus grand nombre. C'est notre rôle
absolument fondamentale et nous devons nous battre pour ça. La troisième, c'est que nous devons aussi faire grandir nos collaborateurs et recruter les meilleurs pour pouvoir continuer à nous réinventer. Tout ça est difficile, mais excitant. Tout ça est long et rapide à la fois. Mais comme vous le savez, quand on est dans le Grand Ouest, on regarde forcément vers le large et on aime les vents puissants. Ça tombe bien parce que la route est encore longue. Je vous remercie. Merci, David. Non, vous avez un fauteuil qui vous est réservé. La PQR est dominée par deux méga-acteurs. Nous venons d'avoir le plus ancien, qui doit énormément à la patte de François-Régis Hutin, qui, pendant près d'un tiers de siècle, l'a façonné et lui a inculqué ces valeurs spécifiques que David Guiraud nous a rappelées. Mais au-dessus du demi-milliard d'euros aussi de chiffre d'affaires, il y a un bloc plus récent qui s'appelle aujourd'hui EBRA, que l'on pourrait appeler pour confronter, même s'ils ne sont pas en opposition avec Ouest France, Est France, qui en réalité est au sein maintenant d'une seule structure dépendant du Crédit Mutuel, la Société d'investissement dans les médias. Il est aujourd'hui animé par Philippe Carly, qui a un long parcours dans un certain nombre de lieux, et notamment aux Parisiens dont nous reparlerons, qui malheureusement a été retenu par son président pour justement être dans un séminaire qui doit explorer les voies de l'avenir. Et il nous a délégué son directeur du développement, Pascal Brouet, qui va nous parler au fond, je dirais, du travail qui, depuis un certain nombre d'années, a fait de ce qui était peut-être l'enfant malade de la PQR, celui qui est peut-être le groupe en redressement, et au-delà du redressement, aussi en totale consolidation. Pascal, si vous pouvez rejoindre la tribune. Bonjour. Bon, vous m'avez entendu tousser, donc pas de Covid, asthme, normalement tout va bien. Alors, merci beaucoup Jean-Clément. Peut-être je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux valeurs, puisque c'est vrai que c'est un point assez important. Je suis d'accord qu'on partage sans doute tous ensemble au niveau de la PQR. Et c'est vrai que Jean-Clément le disait, EBRA a été un groupe malade pendant pas mal de temps, hein, avec plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes pendant plusieurs années. Et pourtant, le groupe Crédit Mutuel, qui avait rassemblé en fait l'ensemble des journaux effectivement de l'Est de la France, en partant de Vosges Matin jusqu'à Vaucluse Matin, en passant par Dauphiné Libéré, Progrès Lyon, DNA, Est Républicain, il y a 9 titres en fait en tout dans le groupe, a toujours souhaité quand même soutenir effectivement la presse. Alors en toute indépendance, je rassure, mais c'est vrai que le groupe Crédit Mutuel est devenu en fait une entreprise à mission. C'est la première banque qui est devenue une entreprise à mission. Et dans les différentes missions, il y a le fait de développer les territoires. Et c'est vrai que c'est exactement ce pourquoi, à un moment, il soutient la presse. C'est parce qu'on sait qu'on est un organe qui, à la fois, comporte des éléments démocratiques et puis comporte aussi des éléments pour aider l'ensemble des acteurs économiques de l'entreprise. Donc nous-mêmes, on va devenir effectivement une entreprise avec également une raison d'être pour pouvoir vraiment donner cette valeur, puisque c'est ce qui fait aussi à un moment la puissance de la PQR. Alors cette puissance au sein du groupe EBRA, elle est assez forte en chiffres. On est effectivement à peu près à 500 millions d'euros. On a 3200 collaborateurs, donc 9 titres de presse, et on doit représenter à peu près 15 millions de visiteurs uniques, avec 1400 cartes de presse et puis 8000 correspondants. Et c'est vrai que tout ça, malheureusement, ça avait une réalité économique qui était relativement, on va dire, modérée jusqu'en 2018. Donc on s'est posé ces questions à l'arrivée notamment de Philippe Carly, de comment est-ce qu'on pouvait redresser le groupe pour pouvoir faire perdurer cet intérêt de la PQR, puisqu'il y avait quand même une vraie appétence du public. À un moment, c'est quand même lui aussi qui fait tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on peut apporter aussi au territoire.
Et donc, on a agi avec pas mal de transformations. Ça a été une espèce de grande lessiveuse, j'oserais dire, pendant 3 ans et demi, puisque on a touché à la fois des parties sur les éléments industriels, comme des imprimeries. On a revu complètement le modèle de création de nos articles en passant dans du digital first, où effectivement les journalistes prenaient maintenant beaucoup plus l'habitude d'avoir une chronologie en fait de la publication et de la création de contenu pendant toute la journée, de 6h30 à minuit et demi, alors qu'avant ils avaient plus une habitude de construire leur reportage et de fabriquer tout ce qui était article pour le soir. On a ensuite revu l'ensemble de nos différentes offres pour s'adapter à la fois aux produits digitaux, qui n'étaient pas forcément, on va dire, la grande innovation du groupe EBRA. Donc on a refait l'ensemble du socle technique, on a refait l'ensemble des offres publicitaires pour le digital. On a également revu tous nos abonnements, puisqu'en fait on avait des abonnements qui, probablement par, on va dire, un peu une peur du digital, étaient très très chers. On avait des abonnements qui étaient quand même à 27 € par mois sur le Dauphiné Libéré. Donc vous voyez un petit peu, quand on est habitué au type d'abonnement, type Spotify ou X ou Y, ça fait forcément quelque chose qui ne pouvait pas donner à un moment un intérêt de volume. Donc on a revu pour se mettre beaucoup plus dans des phases qui sont à la portée de nos lecteurs. Et puis on a beaucoup revu tout ce qui est façon de s'adresser aux lecteurs. Et ça, ce sera probablement un peu l'objectif de ce que nous on appelle chez nous la saison 2, qui est comment est-ce qu'on va se transformer pour pouvoir, maintenant qu'on est revenu à l'équilibre, puisque c'est effectivement la bonne nouvelle de cette année, puisque depuis mars dernier, nous sommes à l'équilibre et on le sera sur l'ensemble de l'exercice 2021. Donc quand on partait de moins 60 millions d'euros il y a 3 ans, c'est vrai que ça permet quand même différentes possibilités, mais surtout on l'a fait avec l'ensemble des collaborateurs qui avaient besoin effectivement de donner cette vision. Donc on n'a finalement pas tant perdu que ça l'esprit qui était très lié à nos titres. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant dans la presse, c'est qu'il y a un amour pour les titres de PQR qui était un petit peu décrit dans ce que tu disais, Stéphane, dans un déjeuner, où il y a effectivement une façon à un moment du lectorat d'être attaché aux journaux de PQR qui n'a aucun rapport avec n'importe quel média. Il n'y a que ce média-là qui a cet aspect de proximité. Et ça, ce sera probablement le premier élément qu'on va mettre ensemble pour cette saison 2, c'est comment est-ce qu'on engage encore plus nos lecteurs, comment est-ce qu'ils ont la possibilité d'encore plus s'interchanger avec nous. Donc on a deux choses qui vont nous amener à cet avenir-là. La première, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de débats, beaucoup plus d'enquêtes. Donc on va monter des contenus à plus de valeur ajoutée. Alors on n'est pas des journaux d'opinion, la PQR en tout cas au sein du groupe EBRA, c'est pas forcément des journaux d'opinion. En revanche, on doit susciter les opinions auprès de nos lecteurs. Et donc on va avoir beaucoup plus d'espace d'échange pour nos lecteurs. Et puis on va essayer de encore plus se servir de l'ADN de la PQR qui est lié à tout ce qui est proximité. La proximité, elle n'est pas que géographique, elle est effectivement aussi tout ce qu'on peut retrouver en tant que service. Comment est-ce qu'on peut échanger avec les lecteurs? Comment est-ce qu'on peut leur apporter des informations qui soient des informations qu'ils ne vont pas trouver ailleurs? C'est aussi une des grosses différences avec les PQN, puisque c'était un des points qui était dans le pitch de cette conférence. Là, les informations qu'on va trouver au sein de la PQR, elles sont pratiquement introuvables ailleurs. Les 8000 correspondants ou les 3000 correspondants de Ouest France, ils arrivent à rassembler un ensemble d'informations qui touchent la vie réelle de l'ensemble de nos lecteurs qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc comment est-ce qu'on accentue encore plus cette partie de proximité? Probablement en donnant aussi à nos lecteurs la possibilité de créer aussi du contenu à partir de vidéos. On investit avec quelques-uns de nos collègues dans des sociétés de vidéos. Il y a DigiTK en l'occurrence avec Bruno ici, mais d'autres sociétés dans lesquelles on investit pour pouvoir donner des possibilités à nos lecteurs d'agir aussi sur le contenu. Le deuxième élément que je citerai, c'est probablement tout ce qui va être vidéo, mais vraiment à un niveau de qualité ou d'audiovisuel qu'on n'a pas forcément eu dans les années précédentes, en tout cas chez EBRA. Donc là, on va effectivement avoir beaucoup plus d'actions. Alors nous, on n'a pas de télévision liée au groupe EBRA. En revanche, on croit que la partie vidéo, elle est finalement très liée entre télévision locale et vidéo digitale. Il y a finalement, de par notamment une télévision qui deviendrait de toute façon moins linéaire, où on a maintenant beaucoup plus de catch-up TV, beaucoup plus d'SVOD, où on va avoir la possibilité de pouvoir mixer
des contenus qu'on retrouverait sur des télévisions plus classiques et puis les inventaires qu'on peut retrouver sur nos locaux. Donc nous, on est en train de mener une étude, alors sans avoir terminé toute l'étude, mais globalement, on a effectivement les vidéos auxquelles vous êtes habitués si vous allez sur nos sites, qui sont des vidéos d'actualité, où on va retrouver des faits divers, où on va trouver des faits locaux, etc. Mais on regarde éventuellement comment aller beaucoup plus loin. Globalement, quand vous avez une série sur Netflix qui s'appelle Le Petit Grégory, 80% du contenu qui est fait dans cette série, il provient d'informations qui viennent de nos journaux. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment, nous ayant cet œil local, on n'a pas aussi cette possibilité-là? Donc on va voir, on regarde aussi, parce que c'est un métier complètement nouveau, mais ça fait partie des relais de croissance, et je crois que la PQR doit avoir ces relais de croissance, parce qu'on sait qu'on a une érosion du print qui existe. Alors heureusement pour nous, elle est beaucoup moins forte que ce qu'elle n'a été dans la PQR. Donc vous disiez, Jean-Clément, qu'il n'y avait que 11% de revenus, enfin d'audience qui était digitale dans la PQR. Mais moi, je dirais que c'est plutôt parce que la partie print reste très puissante. Et c'est plutôt, entre guillemets, un atout, parce qu'on sait aussi que l'attachement est très fort. Maintenant, évidemment, la partie numérique devient forcément quelque chose de fondamental chez nous. Et ça, c'est peut-être le troisième point sur lequel on va beaucoup insister pendant la saison 2, qui est effectivement les abonnés numériques. Donc, nous, on a pris un petit peu de retard au début, puisqu'on avait pas mal de choses à remettre dans la maison commune, on va dire. On devait déjà devenir un groupe, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et là, on a refait maintenant tous nos socles technologiques qui vont nous permettre de pouvoir vraiment proposer des contenus aux abonnés. On se doit de pouvoir avoir une qualité de contenu, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi éventuellement des services et des émissions, qui podcasts, qui vidéos, qui soient vraiment réservées aux abonnés pour que ça ait une vraie valeur. Évidemment, on se doit de ne pas oublier toute la partie gratuite, qui a à la fois un business model avec la publicité, Stéphane en est la preuve, mais qui a aussi de toute façon un intérêt par rapport aux valeurs qu'on évoquait tout à l'heure. À un moment, on est un média de proximité, on se doit de donner une partie d'actualité aussi en gratuit à nos abonnés, à nos lecteurs. Évidemment qu'il y a une partie abonnée qui est importante, ne serait-ce que pour le business model, mais on a à un moment cette responsabilité de pouvoir donner des contenus qui soient accessibles par tous. Donc on va aussi augmenter la valeur ajoutée de ces contenus-là. Alors sur les abonnés numériques, là pour le coup, il y a d'autres types de travaux qui sont probablement à faire, d'améliorer leur expérience utilisateur, de pouvoir aussi leur montrer pourquoi c'est des fois intéressant, parce que c'est vrai qu'on a des abonnés qui sont contents globalement, mais des fois quand on leur demande pourquoi est-ce que vous restez abonné, c'est surtout l'amour, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais enfin, en tout cas l'attention qu'ils portent à nos titres, plus que de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt. Donc nous, je sais qu'au niveau du groupe EBRA, on a un intérêt à leur montrer plus et à leur faire comprendre, que ce soit par des clubs de fidélité, que ce soit par des contenus spécifiques, que ce soit en leur montrant les avantages qu'ils peuvent avoir, en ayant aussi ce qu'on appelle en mauvais français des random acts of kindness, où on va leur montrer effectivement que oui, en étant fidèles et oui, en étant au sein de la communauté des titres du groupe EBRA, ils peuvent avoir aussi des revalorisations pour leur propre intérêt en tant qu'intérêt personnel, X ou Y. Et puis peut-être que je mettrai un quatrième point pour essayer de ne pas trop déborder sur les timings, qui est que nous, on croit fortement, vous avez cité le mot de GAFAM tout à l'heure, je crois fortement que nos titres n'ont pas qu'un aspect éditorial. On peut aussi rendre des services et ne serait-ce que des parties e-commerce dont les produits ont été choisis, ont été discutés avec les rédactions ou avec les différents services, il y a une appétence à un moment pour des achats au sein de nos sites. C'est une partie de la diversification possible. On a évidemment des parties événementielles qui sont plus classiques dans nos titres, mais moi je crois réellement que l'e-commerce est aussi une possibilité pour nous. Il n'y a pas de fatalité, notamment si on a des positionnements plus locaux, à ce que tous les achats se fassent ailleurs. Les titres de PQR, comme on le disait tout à l'heure, ont la plus grosse, comment je peux dire ça, ont le plus gros intérêt en termes de confiance. Et bien, ça peut aussi être le moment de dire, voilà, nous, on a des produits qui sont issus de nos annonceurs locaux, qui sont issus des circuits courts. Et bien, on peut aussi vous les proposer. Vous ne les trouverez pas forcément sur Amazon, vous ne les trouverez pas forcément sur Cdiscount. Mais à l'inverse, nous, on peut vous garantir que ce type de produit avec ce type d'annonceur a un intérêt aussi pour vous. Donc, c'est ces 4 éléments qui, à un moment, pourront, si on essaie de répondre complètement à la question, assurer effectivement l'avenir de la PQR, qui de toute façon est à un moment
charnière où on voit bien que c'est structurellement le local qui fait, on l'espère, l'avenir de l'ensemble de nos médias. Merci Pascal. Et j'ai pas toussé. Une petite question, vous avez respecté le timing. Autant Ouest France est dominé par la puissance du seul quotidien Ouest France et a des activités un peu autour. Vous êtes essentiellement un groupe de quotidiens, de fortes marques qui maintenant au sein du Crédit Mutuel sont réunis dans la société d'investissement des médias qui deviendra EBRA. Pour que tout le monde, je dirais, soit simplement bien au clair, rappelez-nous votre collection de titres qui avait commencé il y a très longtemps au Crédit Mutuel par l'Alsace sous Théo Braun et qui, grâce à Michel Lucas, a pris une autre ampleur. Exact. Oui, vous avez raison, j'aurais dû le faire dès le départ. Alors c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on ne s'appellera sans doute pas Est France. Parce qu'effectivement, nous, on a un positionnement qui va être plus multirégional parce qu'on a des marques qui sont très fortes à l'intérieur. On n'a pas forcément, effectivement, ce qui peut être des avantages, on l'a évoqué pour la plateforme, une marque qui représente 90%, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Nous, on a vraiment 4 pôles. Donc, on va avoir un pôle qui est plutôt Lorraine et Franche-Comté, dans lequel vous allez retrouver Vosges Matin, Républicain Lorrain et Est Républicain. Vous avez un pôle Alsace, dans lequel vous allez retrouver l'Alsace, qui effectivement fait partie du groupe Crédit Mutuel depuis 1972, les dernières nouvelles d'Alsace. Vous avez un pôle qui est plutôt Rhône-Alpes, où vous allez avoir le bien public, qui est principalement à Dijon. Vous allez avoir le journal de Saône-et-Loire, qui lui est à Châlons. Et puis évidemment le Progrès de Lyon. Et on terminera par le Dauphiné libéré, qui est un pôle à lui tout seul, parce qu'il rayonne sur une très très large zone, hein, puisque ça va de toute la Haute-Savoie, en passant par la Drôme, l'Ardèche, jusqu'au Vaucluse, puisqu'on a aussi une marque qui s'appelle Vaucluse Matin. Donc ça représente environ 900 000 exemplaires par jour, ce qui en fait le premier groupe de presse en France, qui personne ne le sait, parce que EBRA n'est pas connu. Mais en 2022, nous avons prévu de pouvoir un petit peu plus communiquer sur la marque EBRA. Merci Pascal. Je vais appeler à cette tribune Jean-Nicolas Baillet. En Jean-Nicolas, je salue d'abord un héritier dans le meilleur sens du terme, puisque à la tête de la Dépêche du Midi, vous êtes dans un titre qui aurait dû avec gloire célébrer ses 150 ans l'an passé, donc qui non seulement est enraciné dans des territoires, mais est véritablement ancré dans une très belle histoire et qui parfois a une histoire qui se confond avec celle de la République. Je sais qu'un jour, un livre devrait de nouveau vous être consacré. Vous êtes, je dirais, une nouvelle génération aux affaires, même si, monsieur votre père, Jean-Michel Baillet, reste le président du groupe. Il a été encore ces 2 dernières années, avant Pierre Louette, le président de l'Alliance, qui fédère tous les éditeurs de presse quotidienne au sens large, et n'oublions pas la presse qui lui est un peu rattachée. Et Jean-Nicolas, en tant qu'habitué de ce symposium, dont je vous remercie, c'est au fond avec une double casquette que je vais aujourd'hui vous demander d'intervenir. Celle effectivement du journal que vous représentez, mais avant vous êtes aussi au sein de l'Alliance, le président de la commission du développement du numérique, et sur ce front-là, on ne le sait pas assez, la PQR fait énormément et affiche, je dirais, de bons résultats. Donc, soyons d'abord dans le collectif et après, nous viendrons bien sûr aux performances spécifiques au groupe La Dépêche. Jean-Nicolas, merci. Merci Jean-Clément. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de surtout pas paraphraser mes confrères, parce qu'on a eu un magnifique discours sur les valeurs de la presse en introduction du président David Guiraud, et on vient de voir un élément de stratégie générale de Pascal Brouet-Ebra, et c'est vrai qu'il y a énormément de points communs à l'intérieur de la presse.
Puis par ailleurs, je me suis engagé auprès de mes confrères de tenir dans 10 minutes. Donc j'ai lancé le chronomètre. Et si on veut finir la table ronde, et surtout gardez votre attention parce que je ne voudrais pas que vous vous endormiez au passage, je vais m'efforcer de tenir dans les 10 minutes qui me sont imparties pour évoquer avec vous les sujets de la presse. Cette introduction étant faite, je vais vous parler d'abord de numérique, comme vient de le spécifier Jean Clément, pour évoquer les performances de la presse et de la PQR en particulier. Il est vrai que sur l'année dernière, avec la crise de la Covid, on a eu une vague colossale de croissance d'audience sur la presse quotidienne régionale. Pour vous donner quelques chiffres qui illustrent le propos, au premier jour du premier confinement de la Covid, sur la dépêche.fr, nous avons nos audiences qui ont été multipliées par 10 et nos abonnements numériques en conquête qui ont été multipliés par 3. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a eu un effet de retour au local, un besoin de savoir qu'est-ce qui est ouvert à côté de chez moi, où est-ce que je peux me faire tester, plus tard, où est-ce que je peux me faire vacciner. Et dans ces moments de crise, on retrouve ce besoin au local, ce retour au local qui est très fort. Et donc ça s'est fait ressentir sur nos audiences qui ont explosé. Le groupe La Dépêche, c'est 6 quotidiens, du plus grand au plus petit, La Dépêche sur la zone de Toulouse, Midi Libre à Montpellier, L'Indépendant à Perpignan, Centre Presse en Aveyron, La Nouvelle République à Tarbes et Le Petit Bleu à Agen. C'est 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1500 collaborateurs sur les 13 territoires de l'Occitanie, plus une partie en Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce développement du numérique, il se fait par quelle façon ? D'abord, par le renouvellement à l'intérieur de nos rédactions, des profils journalistiques, avec des journalistes aussi plus jeunes, qui vont mieux écrire sur le digital, et cet aspect-là est un aspect clé. Le renouvellement générationnel se fait, et parfois, on a... vous savez, on parle souvent de tutorat, c'est vrai que dans la journaliste, les jeunes générations sont plus à l'aise avec les outils digitaux, et ça participe clairement au développement de ces stratégies-là sur le digital. Un autre levier qui est important et qui est un facteur clé de succès pour moi, et s'il y a vraiment un élément que je veux vous faire partager aujourd'hui, c'est celui-là, c'est la gestion du gratuit et du payant. Vous savez qu'on est dans des industries où on gère à la fois des sites internet qui sont à la fois gratuits et payants, parce qu'on cherche à maximiser nos abonnés d'une part, et de l'autre côté à maximiser nos audiences qui nous apportent les revenus abonnés et évidemment les revenus de la publicité. C'est un enjeu qui est clé pour nous. Alors comment nous l'avons fait à La Dépêche ? Là aussi, pour illustrer le propos, je vous donne quelques chiffres. La Dépêche et Midi Libre, dans le classement en termes de diffusion de nos diffusions print, nous sommes respectivement le 11e et le 14e titre de diffusion. Quand on regarde ce classement sur le numérique, nous sommes 2e et 4e en termes d'audience numérique. Je dis 2e, évidemment je n'oublie pas mes confrères du Parisien, que j'ai parfois tendance à considérer comme un national. Et si on considère le Parisien, évidemment, nous sommes derrière le Parisien, si on considère le Parisien comme un local. Donc c'est une puissance qui est importante. Comment on a fait ça ? En réalité, on a mis dans les mains d'une seule et même personne, le rédacteur en chef, la gestion du gratuit et du payant. Et ça, c'est un vrai facteur clé de succès pour l'ensemble des éditeurs. Je le partage beaucoup avec mes confrères parce que c'est ce qui permet de faire cet ajustement, de placer le curseur entre les articles qui vont être gratuits et les articles qui vont être payants, sachant que les articles payants sont plutôt des articles qui touchent au local et à la qualité de l'information, c'est notre valeur ajoutée, et le gratuit est plutôt sur des articles nationaux ou à résonance nationale. Et c'est un enjeu très fort pour nous. C'est le premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est l'évolution de la publicité. Nous sommes sur un secteur, et le secteur des médias en général a énormément souffert de la publicité. La crise de la Covid a eu un impact très significatif sur l'économie des médias et continue de l'avoir. On a vu passer encore hier et aujourd'hui des études qui nous annoncent des jours heureux pour l'année 2022. Et nous avons nous sommes un peu là-dessus à contre-courant puisque le groupe La Dépêche finira en croissance publicitaire, évidemment par rapport à 2020, mais aussi par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les chemins de la croissance publicitaire. Comment on a fait ça ? Il y a 4 ans, en 2017, on a fait migrer notre système publicitaire. Nous étions une régie
publicitaires qui vendaient l'ensemble de nos supports éditoriaux, et nous sommes devenus une agence de communication. Donc c'est un virage assez important parce qu'on remonte en fait en amont dans la stratégie et dans l'échange qu'on peut avoir avec nos annonceurs. Mais en faisant ce mouvement-là, nous avons recrédibilisé nos supports, nous avons gagné en confiance avec nos annonceurs, et en plus c'est intervenu dans une période de crise assez importante. On a gagné des nouveaux clients et on a gagné du coup en fidélisation. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on allait voir chaque année nos annonceurs pour reconduire des campagnes de communication, aujourd'hui en fait c'est nos annonceurs qui nous appellent et qui nous disent qu'est-ce qu'on fait cette année, comment on évoque, comment on développe cette campagne-là. Donc c'est une mutation assez importante, hein, et là je vous la résume en quelques mots, mais évidemment c'est passé par beaucoup de travail et beaucoup de formation chez nos commerciaux et aussi par du turnover. Mais aujourd'hui, pour illustrer le propos, 24% de notre chiffre d'affaires est lié au hors-média. Et croyez-moi, en 2017, quand je suis monté devant mes commerciaux et que je leur ai dit à partir de maintenant, si vous estimez que nos supports ne sont pas efficaces pour le client, il ne faut pas que vous les vendez, je peux vous dire que j'ai eu des yeux ouverts, ronds comme des soucoupes devant moi. Et aujourd'hui, ça s'illustre et ils s'aperçoivent que grâce à ça, ils recrédibilisent le discours et donc ça a les performances escomptées et j'en suis ravi. Cette efficacité-là nous permet aujourd'hui d'être en croissance. Enfin, le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est aussi les opportunités. Vous savez, on dit que les opportunités qui se sont ouvertes notamment pendant cette crise de la Covid. D'abord, vous savez que nous sommes sur un secteur qui est historiquement en crise, qui est celui du média et qui travaille à sa consolidation. Et là-dessus, la Covid a eu des impacts au moment et pendant la Covid, puisque certains titres ont disparu. D'autres commencent à disparaître aujourd'hui liés aux effets de la Covid, puisque je rappelle quand même qu'à partir de janvier 2022, le prix du papier va augmenter de plus 50% et que certains titres ont déjà annoncé qu'ils avaient cessé de paraître, notamment dans la presse gratuite. CNews a, du jour au lendemain, dit qu'ils arrêtaient de paraître sur le papier parce que le prix devenait trop cher. Donc tout ça, c'est lié aux effets de la Covid et ça a un impact sur les éditeurs. Et puis, il y a eu d'autres plus petits acteurs, y compris en local, qui ont disparu. Nous avons eu une opportunité, puisqu'on a un acteur de la télévision locale qui s'appelle Via Occitanie, qui s'est retrouvé dans une situation économique complexe, qui est allé au tribunal de commerce, et nous sommes positionnés pour les reprendre, ce que nous avons fait. Et ça tombait bien parce que ça rentrait dans cette stratégie générale et dans cette vision que nous défendons, qui est de dire que l'avenir de la presse et de la presse quotidienne régionale est totalement multimédia, multiformat, multipériodicité. Et ça, c'est une affirmation et c'est un vœu pieux, mais ensuite, il faut le mettre en marche. C'est-à-dire que petit à petit, il faut qu'on distingue d'un côté notre capacité à produire du contenu des supports. Et donc, on va produire des contenus à l'écrit, on va produire des contenus en audio, on va produire des contenus en vidéo, et ensuite, on va le mettre sur le bon support ou sur les bons canaux médiatiques. Donc, c'était pour nous un mouvement important. Aujourd'hui, nous avons des synergies de plusieurs types. Nous avons des synergies rédactionnelles. Nos rédactions produisent déjà de la vidéo. Ces rushs sont repris sur les télés locales et vice-versa, puisque les télés locales et les flux des télés locales sont repris sur nos sites internet, ce qui leur donne beaucoup d'audience. Et ça, c'est la deuxième synergie, qui est une synergie numérique. Et enfin, une synergie commerciale, puisque sur nos territoires, nous faisons 75 millions d'euros sur le secteur de la publicité et de la communication. Nous avons la plus grosse force de frappe en termes commercial sur notre zone. Et donc, ça nous permet évidemment d'irriguer et de permettre à ces supports-là, qui étaient au tribunal de commerce, aujourd'hui, de retrouver une seconde vie et de vivre dans l'indépendance. Parce que c'est important, et mon confrère Debra l'a évoqué avec vous, nous faisons de la massification parce que nous sommes des entreprises qui sont dans des périodes de crise, mais nous respectons l'identité des médias. Nous sommes avant tout des éditeurs, nous sommes des gens de médias, et un titre, c'est une ligne éditoriale, c'est une indépendance rédactionnelle, et c'est le cœur de notre activité. Donc nous faisons cette massification, mais surtout, nous ne sommes pas dans une école de l'uniformisation, et nous tâchons de respecter à chaque fois ces aspects-là. Voilà ce que je peux vous dire, Jean-Clément. Je remarque que je suis rentré juste dans les 10 minutes. Je suis à 9h59.
Voilà, Jean-Clément. Vous avez été cher Jean-Nicolas, s'inscrivait effectivement parfaitement dans ce timing très resserré tout en étant très précis. PQR, héritier, un autre héritier, Hubert Coudurier, à la tête de l'information du groupe Télégraphe. Un profil un peu différent de celui de Jean-Nicolas parce que authentiquement, jusque dans le moindre de ses pores, c'est un journaliste passé par la télé, par bien d'autres journaux éventuellement, mais toujours lié à ce télégramme, titre dans sa famille depuis plusieurs générations et surtout, je dirais, attaché à donner de la valeur au contenu, même si, paradoxalement, le groupe Télégramme, dont vous êtes l'un des actionnaires, est, à de multiples égards, un de ceux qui, avant d'autres, s'est lancé dans des diversifications plus ou moins naturelles ou osées, naturelles quand il s'agit de courses, je dirais, qui exploitent les océans, puisque vous êtes non pas à Brest, mais à Morlaix, mais vous êtes baigné, je dirais, par la mer. Après, vous avez été un peu dans le culturel. Et puis, un très très grand défi, c'est, je dirais, votre Hello Job, qui est absolument remarquable. Mais là, cher Hubert, c'est de contenu dont nous allons parler aujourd'hui essentiellement avec vous, parce que c'est ce que vous chérissez. Vous avez fait venir des éditorialistes, vous avez enrichi depuis 30 ans constamment les pages du Télégraphe. Le micro. Bon, bonjour à tous. Moi, je suis, contrairement au manager qui m'entoure, journaliste. J'ai toujours eu dans ma famille la réputation d'être l'emmerdeur. Donc, je ne vous ferai pas un discours promotionnel. Je vous dirai un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, j'étais avec mes confrères aux États-Unis. On avait visité plusieurs journaux à New York, notamment le Wall Street Journal, le New York Times. Et on sentait déjà la montée en puissance de ces mastodontes. Puis après, on avait été voir un quotidien populaire qui s'appelait le New York Daily News, et qui, nous parlant donc de la révolution Internet, nous disait « on ne sait pas où on va, mais on y va ». Et c'est toute la difficulté de la presse populaire de se situer dans ce nouveau monde. Ce qui fait d'ailleurs qu'aux États-Unis, cette presse populaire régionale a en grande partie disparu parce qu'elle était très dépendante, souvent à 80% de la publicité, qui a été absorbée par les GAFA. Nous, à la Pointe de Bretagne, on est pauvres, pas beaucoup de pubs. Ouest France en prend une bonne partie. On essaie quand même d'en garder, mais il y a quand même des paysans qui ont réussi à monter des compagnies de ferry, la Brittany Ferries notamment. On a quelques grands entrepreneurs et non des moindres, comme Bolloré, Pinault, Leclerc, etc. Donc il y a, au départ, pas beaucoup de ressources, mais un petit peu d'énergie. Et puis, finalement, même si j'adore mes confrères de Ouest France, que je fréquente souvent, notre concurrent n'est plus Ouest France. Parce que avec Ouest France, ça a été la guerre de 100 ans. Elle n'est pas terminée, mais je dirais les positions sont bien établies. Cette guerre de tranchées est stabilisée, le front est stabilisé. Non, notre concurrent aujourd'hui, c'est Netflix. Parce qu'on vend quand même relativement cher notre abonnement print. Et Netflix, c'est 7 € et c'est énormément de contenu. Alors, c'est pas la même chose, c'est du divertissement, c'est du cinéma, c'est de la vidéo. Nous apportons un service. Mais néanmoins, dans l'esprit des gens, aujourd'hui, tout se mélange parce qu'il y a des arbitrages à faire. Et puis, de temps en temps, on se dit, est-ce que le quotidien est indispensable ? Alors, on a la chance, dans la presse régionale, il ne faut quand même pas s'auto-flageller, d'avoir une grande fidélité de lecteurs. C'est vrai que les gens nous aiment bien. C'est vrai que nos journalistes ont été moins houspillés que d'autres pendant la crise des Gilets jaunes. Mais malgré tout, le print, il s'effrite un petit peu. Et la convergence numérique, elle est pas toujours évidente à faire. Et elle se fait mieux chez certains que d'autres. Mais en tout cas, c'est une longue marche. Et il faut à tout prix, je dirais, faire en sorte que
on puisse rajeunir nos audiences. C'est ce que nous essayons de faire. Et ce n'est pas impossible. Certains médias, je lisais par exemple l'exemple d'Arte, a réussi largement à moderniser son audience, à la rajeunir de 10 ans. Mais ça a pris 10 ans. Donc les choses prennent du temps. Je pense qu'il faut aussi qu'on utilise les atouts qui sont les nôtres. Nous étions enfermés dans des frontières naturelles à travers le print. Aujourd'hui, le web nous ouvre le monde. Et donc, je n'ai pas attendu mon confrère pour considérer qu'il fallait aller du local au global et que nous pouvions être, comme les Allemands, des journaux régionaux d'influence nationale. Alors, évidemment, il faut upgrader un peu les contenus. Et nous avons, comme Ouest France, des correspondants à l'étranger. Nous avons beaucoup de chroniqueurs maintenant, et relativement connus, je ne vous les citerai pas tous. Nous essayons de développer les tribunes parce qu'il faut susciter de l'engagement. Nous avons développé les envoyés spéciaux, les reportages. Nous essayons d'alléger la tâche des rédacteurs en chef parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que d'être le rédacteur en chef d'un journal qui a comme nous 19 éditions et à Ouest France, je ne sais pas, 40 ou 50. C'est épuisant. Je veux dire, c'est un travail de ressources humaines, un travail de coordination qui est très lourd. Et il faut quand même que nos rédacteurs en chef restent des animateurs de contenu et puissent tirer le meilleur de cette nouvelle génération de journalistes qui ont des qualités, mais aussi des défauts, et qui ont besoin parfois de quelques vieux cons qui les entourent et qui leur donnent des conseils pour éviter de sombrer dans la dérive des réseaux sociaux. Parce que quand j'ai démarré ma petite carrière, on disait « c'est vrai parce que c'est écrit dans le journal ». Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, mais il n'en demeure pas moins que nous avons, par rapport aux réseaux sociaux, des obligations juridiques, une responsabilité, et que dans un pays comme le nôtre, où la transparence a mis en évidence la fragmentation, il faut qu'on reste un pôle de stabilité démocratique en essayant de freiner tout ce qui est excessif. Et d'ailleurs, nos lignes éditoriales sont plutôt des lignes qui essaient de se départir de tout ce qui est radicalité, extrémisme de droite ou de gauche. Alors, je ne vais pas être long, parce que de toute façon, tout a déjà été dit. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que comme les nationaux viennent chez nous, et il n'y a pas que BFM, il y a aussi, dans un petit pays comme la France, une tendance à la concentration par le national. Et là, Stéphane Delaporte est en première ligne pour se battre et pour montrer à quel point on est enraciné et à quel point il faut promouvoir une image forte de la PQR. Eh bien, il faut que nous allions aussi sur le national. Et nous essayons de le faire avec mon ami Patrick Van Ries depuis peu, à travers la création de Territoire TV, auquel je vais le laisser exprimer cette ambition. Mais nous avons, à travers Territoire TV et à travers les productions qui sont les nôtres, une volonté de développer une vitrine de la PQR, en se disant que la vidéo, c'est aussi un moyen de réenchanter la PQR, et qu'aujourd'hui, il y a aussi une convergence à faire entre nos desks vidéo et les télévisions locales, puisqu'on a acquis dans la télévision locale, je dirais, un savoir-faire, mais qu'il faut en même temps mixer ça avec nos plateformes numériques, qui ont, elles, une puissance qui permet de les valoriser au mieux. Voilà. Je voudrais dire également qu'il y a des très bons contenus dans la presse régionale, parfois ignorés. Il y a une excellente rubrique littéraire à Sud-Ouest, me disait récemment un des journalistes qui fait la même au Télégramme. Nous avons une nécessité qui est d'apprendre à nous vendre et à nous battre pour faire prévaloir nos images, parce que on a beaucoup de choses, on a beaucoup de contenu, on est très riche, mais parfois on a un petit peu de mal à hiérarchiser, classer, élaguer, et beaucoup font parfois plus de buzz avec des informations qui sont moins intéressantes que les nôtres. Nous sommes au final tous des passeurs d'informations. C'est nous qui donnons du sens à la société dans laquelle on vit. Et donc ne cédons pas à l'autoflagellation, parce que c'est aussi ça qui détruit la démocratie. Voilà. Merci à tous. Petit complément par rapport au contenu. Je crois que vous êtes un de ceux qui avaient une belle rédaction parisienne. Vous avez évoqué aussi vos chroniqueurs à travers le journal. Vous pouvez nous donner quelques noms et rappeler le nombre de personnes qui vous entourent à Paris.
Si vous voulez, il y a différents niveaux. Il y a à la fois les journalistes proches qui sont là au quotidien, mais on a pas mal de chroniqueurs. Et l'un des plus emblématiques s'appelle Yann Kefelec, qui résonne bien pour les Bretons. Mais nous avons aussi des journalistes politiques à l'ancienne, comme Christine Claire. Nous avons un éditorialiste économique qui s'appelle Henri Laurey. Nous avons des chroniqueurs défense, comme Méria Desgraffray. Nous avons en gros, je dirais, une dizaine de personnes, plus des pigistes qui viennent de temps en temps. Parce que finalement, nous avons aussi pas mal de retraités de la presse nationale qui ont découvert avec l'âge les bienfaits de la presse régionale et qui viennent nous enrichir de leur expérience. Voilà. La presse quotidienne régionale, même s'il y a de nouveaux entrants, tels Xavier Niel, même s'il y a des acteurs non familiaux, tels le Crédit Mutuel, reste encore marquée par les groupes familiaux. Et c'est un troisième intervenant marqué par un actionnariat familial depuis la Libération, le groupe Sud-Ouest, qui va maintenant s'exprimer en la personne de son président du directoire du quotidien, directeur général du groupe, Patrick Vanry. Merci. Déjà, Hubert nous a un peu esquissé ce vers quoi vous êtes engagé, qui est celui également de déborder les contenus papier ou numériques pour aller vers les territoires à travers la télévision. Vous êtes le régent, si je puis dire, de ce groupe. C'est bien quelques autres, qui est un groupe familial, celui de la famille Lemoine. Comment justement rebondissez-vous aujourd'hui dans des domaines qui ne sont pas simplement celui du papier, même si sur le prix comme sur le numérique, vous n'êtes pas sans action. Merci pour le régent, on pourrait trouver d'autres termes aussi, mais régent, ça va. Merci, simplement déjà, je suis heureux de constater que c'est Sophie qui aura la lourde tâche de conclure les débats, mais quand même qui passera juste après. Je suis désolé, Sophie. Simplement, qu'est-ce que je peux dire en quelques mots? Le groupe Sud-Ouest, donc c'est un groupe qui se situe dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux, l'Espagne, le Pays Basque, Pau, qui remonte la Dordogne, les Deux-Charentes, qui fait autour de 180 millions de chiffre d'affaires, voilà, dont le titre phare Sud-Ouest est au deuxième rang des quotidiens de vente dans les quotidiens régionaux. Et puis le digital, c'est moi qui m'intercale entre Jean-Nicolas, entre la deuxième et la quatrième place certains mois, mais en ce moment, voilà, et qui, pour les abonnés numériques, va atteindre les 40 000 abonnés à la fin de l'année. Donc, sur à peu près tous les items aujourd'hui qui font pour voir si un groupe est bien dans le temps, est bien dans son temps, on pense qu'on y est à peu près. C'est aussi un groupe qui a beaucoup souffert financièrement ces dernières années et qui, peu à peu, a retrouvé des marges de manœuvre et des résultats robustes qui nous permettent de faire face à ce qu'est le problème de beaucoup de journaux. C'est gérer trois temps à la fois, l'ancien temps qui devient de plus en plus l'ancien temps, c'est-à-dire tout ce qui est autour des métiers du papier, le quotidien avec tout ce qui a marché jusqu'ici, ce qu'on appelle en anglais le core business, et puis préparer demain avec cette fâcheuse impression que demain est déjà aujourd'hui et que tous les temps se télescopent. Voilà, c'est un peu pour faire vivre de l'intérieur ce que tout le monde, tous on vit, c'est-à-dire que c'est quand même une grammaire assez complexe, une architecture assez fine à régler. Voilà, donc c'est un peu ça le groupe Sud-Ouest, mais comme les autres, ni plus ni moins, avec quelques réussites. L'ambition du groupe Sud-Ouest, je vais la résumer à deux mots. Vous vous souvenez d'un livre qui s'appelait Paris et le désert français, qui est un livre de 1947, qui a constaté au lendemain de la guerre que hors Paris, il n'y avait que des bouseux, avec des vaches et des cours de ferme. Bon, grâce au Covid, grâce aussi au travail de la PQR, et je voudrais ici quand même m'arrêter et féliciter tous les confrères de la PQR pour voir comment ils se sont beaucoup modernisés. Aujourd'hui, un journal de PQR, c'est une entreprise globale qui est capable de servir le digital, la vidéo, l'événementiel, etc. C'était peut-être pas le cas, possible d'imaginer, il y a 10-15 ans. Je voudrais revenir sur le propos initial. Au contraire, je crois que le digital, pour nous, ça a été une formidable ouverture. Alors, il y a certes les réseaux sociaux, mais enfin, ça ne fait pas tout. Et nous, il faut qu'on s'empare de tous ces nouveaux médias et qu'on montre notre modernité. Pourquoi le désert français? Parce que depuis le Covid, il y a le local est devenu une espèce de sapin de Noël
quotidien, où tout est dans le local, où le local c'est génial, etc. Nous, on le sait depuis longtemps. On est très heureux de voir qu'aujourd'hui, on nous reconnaît un petit peu là, un rôle actif dans ce parce qu'on a longtemps été quand même, hein, par rapport à la presse nationale, on a été les gens un peu cachés au fond des provinces. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une formidable opportunité pour nous. Et aujourd'hui, c'est pas Paris et le désert français. En province aujourd'hui, ou dans les régions, il y a aujourd'hui des gens qui viennent de partout, qui viennent s'installer. C'est là qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. C'est là, tu le disais ce matin, les circuits courts, on en parlait bien avant que ça arrive dans les magazines parisiens. Voilà, donc on a l'impression que le cœur battant du pays, il est un peu dans nos zones. Vraiment, c'est un sujet de fierté. Ça doit être aussi un sujet d'ambition pour nous, c'est-à-dire de proposer aux habitants, à nos lecteurs, à nos consommateurs, entre guillemets, tout ce qu'a pu dire Pascal ou Jean-Noël est tout à fait vrai. Jean-Nicolas, pardon, est tout à fait vrai. On doit profiter de la situation, au contraire, pour devenir des médias modernes qui accompagnent les territoires. Je fais le lien avec le désert français à nouveau. C'est peut-être la marque girondine, mais le sujet aujourd'hui, c'est quand même un petit peu la décentralisation, la capacité à prendre des décisions depuis le terrain. Et la société va souvent plus vite que les politiques. Donc nous je pense que le rôle de Sud-Ouest, c'est d'accompagner tout ça, et le rôle de la PQR. Deuxième point sur les images, je pense aujourd'hui qu'on est en train de préparer le départ de l'écrit vers l'image. Je crois qu'il faut un peu réfléchir comme ça, et que la vidéo, c'est pas simplement aujourd'hui accumuler des vidéos sur des plateformes sans les éditer, sans trouver une écriture à la vidéo. Je pense que là, il y a le même souci intellectuel et professionnel qu'on a eu avec les journaux pour toucher les publics d'aujourd'hui. Regardez les enfants, nos enfants, ils ne lisent pas les journaux. Hein. Donc, le digital, c'est du transfert de papier sur un nouveau support. Il faut trouver une nouvelle écriture. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que je pense qu'on est réellement en train de passer vers l'image et que c'est un enjeu colossal pour la totalité de nos entreprises qui ne sont pas fatalement non plus préparées, parce que ce n'est pas notre métier de base, préparées à ça. Mais ça sera sans doute une ambition supplémentaire. Justement, comme vous présidez Territoire TV, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'idée de Territoire TV... exactement Territoire TV. Aujourd'hui, il y a vous positionnez cette réaction légitime la PQR, un acteur issu du prix, par rapport à un acteur comme BFM qui lui aussi... je sais même pas si c'est la question de BFM, mais je crois qu'il faut, quand on a des télés ou qu'on peut en acquérir, c'est toujours bon de rester maître chez soi et sur ces territoires. BFM, ils viennent là où il y a de la place. Quand il n'y en a pas, ils ne viennent pas. Notre sujet à nous, c'est faire vivre des télés locales. Ce n'est pas simple. Donc, c'est les groupes qui possèdent des télés qui se sont réunis dans cette association. Donc, il y a EBRA qui vient d'arriver. Il y a également fondateur, bien sûr, le Télégramme, Rossel, et puis la NRCO et nous, qui avons 2 télés. Voilà. Mais l'idée, c'est pas que de faire du linéaire et des émissions de télé. L'idée, c'est bien d'arriver à produire des verticales thématiques régionales qui sont de la vidéo de qualité et qui pourra être distribuée sur l'ensemble du territoire. C'est un peu ça l'idée. Après, il y a loin de la coupe aux lèvres, Jean-Clément, mais ça, on le sait tous. Donc à construire. Voilà. Et on vous réinvitera pour les développements de Territoire TV et un certain nombre de redistributions que certainement, par rapport à vos plans de développement, le groupe Sud-Ouest ne manquera pas d'accomplir. Merci. Certains ont dit que la tâche de Sophie Gourmet allait être, je dirais, la plus délicate. Elle incarne déjà le poids lourd de la parité, parce qu'elle pèse autant, déjà, je dirais, que messieurs. les messieurs de la PQR. Mais surtout, effectivement, la question, Sophie, que j'ai envie de vous poser, c'est certaines ambiguïtés de votre titre parisien. Vous êtes aussi la patronne d'aujourd'hui, mais là, on ira plutôt vous rechercher au titre du parisien, qui s'est voulu depuis déjà très longtemps le régional de l'Île-de-France. Mais peut-il, Sophie, y avoir un régional de l'Île-de-France? Alors que cette question, d'une certaine manière, ne se pose pas dans les autres régions. Merci de me poser cette question difficile.
En fait, quand je suis arrivée effectivement à la tête du Parisien aujourd'hui en France, c'est une des premières questions qu'on m'a posées. Et qu'est-ce que tu vas faire des deux marques, le Parisien aujourd'hui en France? Est-ce que les deux marques peuvent exister? Sujet marketing, comment on peut faire? Bon. Et en fait, assez vite, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là parce que je pense que c'est compliqué. En fait, le Parisien, le contenu du Parisien, ce qu'on appelle, nous, le tronc commun, c'est aujourd'hui en France. En fait, c'est exactement le même contenu et c'est exactement la même rédaction. Et il se trouve qu'il y a une deuxième marque aujourd'hui en France qui, historiquement, a été lancée par la famille Amaury, parce que le Parisien, pour plus des questions de distribution et d'opportunité à l'époque. Donc, et il se trouve qu'aujourd'hui en France, existe sur l'ensemble du territoire français, se vend uniquement au numéro et se vend plutôt bien. Donc, on n'a pas eu, on s'est pas mis sur ce sujet-là et on s'est plutôt dit comment valoriser le Parisien, qui a une force de frappe au-delà de l'Île-de-France, puisque le Parisien est connu bien au-delà de l'Île-de-France, a une notoriété à 99% quand il était vendu que sur l'Île-de-France. Donc on est parti de là, et comment est-ce qu'on pouvait davantage valoriser les contenus franciliens, les contenus produits par les éditions régionales, puisqu'on a quand même 9 agences en Île-de-France, et sortir du schéma où on nous disait le Parisien fait du contenu peu cher, qui n'a pas de valeur, qu'on retrouve sur le comptoir du café, qui se lit dans le taxi et qui ne s'achète pas. Donc voilà, donc nous, notre travail a plutôt été, avec l'ensemble de la rédaction, de revaloriser les contenus du Parisien. On a décidé du coup de sortir de l'information micro-locale, qui était jusque-là ce qu'on faisait beaucoup sur le Parisien et dans les éditions, et qui probablement a encore beaucoup de sens, je pense, dans les régions et partout en France, mais qui là en a beaucoup moins quand on est francilien, parce que en général, on ne travaille pas à l'endroit où on habite. Donc, les problématiques des franciliens, c'est beaucoup plus le transport, l'immobilier, le serviciel, en fait, probablement beaucoup plus que le micro-local. Donc, on a fait ce choix. On a fait ce choix aussi parce que c'était ce qui avait le plus de valeur sur le numérique. Donc, on a décidé de changer la façon de faire les contenus en Île-de-France. Donc on a maintenu des agences et des journalistes, bien sûr, avec un ancrage local fort, mais on leur a demandé d'avoir une écriture différente. Donc on a abandonné le micro-local pour faire plus d'enquêtes, plus d'informations, je le disais tout à l'heure, servicielles. Les faits divers, bien sûr, toujours, mais des faits divers qui ont une portée au-delà du fait divers du coin de la rue. Et bien souvent, les faits divers, même si ça se passe au coin de la rue, s'ils sont bien traités et bien racontés, ça a forcément une portée nationale. Donc c'est comme ça qu'on a retravaillé en fait le projet du Parisien, qu'on a baptisé le projet Parisien 200 000, avec l'ambition de développer la monétisation de nos audiences, qui effectivement sont fortes. On a 24 millions de visiteurs uniques sur la marque Le Parisien, donc on a une audience très forte, et de rendre ces contenus-là, je dirais, monétisables et donner envie de s'abonner. Donc on est sur cette voie-là. On a transformé aussi nos rédactions pour arriver à ça, ce qui n'a pas été simple, bien sûr. Donc ça, c'est un premier volet de la stratégie. Et ensuite, comme on a les inconvénients et les avantages d'être un PQR et d'un PQN, donc c'est vrai qu'on a une rédaction qui, pour le coup, traite et est repris assez facilement sur tous les sujets nationaux, un peu moins internationaux. Nous, on est un petit peu moins au bout du monde. Nous, on est un peu plus dans la France, mais en tout cas où on a la chance d'être assez repris. C'est vrai que du coup, on a un sujet de notoriété très fort. Notre problématique était de le monétiser et de rajeunir nos audiences. Donc je rebondis aussi sur ce point-là et sur le sujet de l'image dont on parlait tout à l'heure. C'est par l'image qu'on rajeunit les audiences. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a pris le sujet. On a développé maintenant une audience vidéo qui commence à ressembler à quelque chose. On a 75 millions de vidéos vues tous les mois. On a une présence sur YouTube, une présence sur les réseaux sociaux. On s'est mis sur TikTok. Voilà. Donc on a installé pas mal de choses. On l'a fait avec des nouveaux journalistes aussi. On n'a pas toujours la monétisation au rendez-vous immédiatement, mais je pense que c'est une question de temps et que c'est quelque chose qui nous permet en revanche de regarder l'avenir un petit peu plus sereinement, parce qu'on est bien sûr sur
sur des sujets où, alors nous, on a tous les avantages d'être un quotidien national pour le coup, puisqu'on a la vente au numéro qui dégringole, hein, beaucoup plus qu'en PQR, parce qu'en Ile-de-France, on achète moins un journal papier maintenant. Donc on a ça, et on a le numérique qui monte, mais qui n'est pas encore au niveau d'un grand national comme Le Monde, Le Figaro ou Les Échos. Donc voilà, on est dans cette ambivalence-là, mais notre ligne, c'est vraiment valorisation des contenus. J'ai pas parlé de la tech. La tech est très importante chez nous aussi. On a décidé d'investir assez lourdement sur la tech. On a pris un CMS qui est celui du Washington Post. Voilà, donc on est parti aussi sur des investissements tech et produits assez importants pour avoir, parce qu'on sait que nos concurrents, c'est Netflix, hein, c'est effectivement pas un autre titre de presse, c'est bien souvent une expérience qui est bien meilleure, hein, chez les gros pourvoyeurs de contenu. Donc voilà comment je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais voilà l'histoire qu'on essaie d'écrire. Vous aviez, comme les régionaux, une force d'avoir vos canaux de diffusion, notamment avec des points de vente dédiés et une société de distribution, Proximi. Vous venez de vous en retirer au profit du groupe Ricobono, qui est votre partenaire en imprimerie. Est-ce que cela est quelque chose qui montre au fond le cas, c'est l'investissement dans les contenus et plus dans la logistique. Et là, en vous différenciant peut-être un peu de vos confrères régionaux, peut-être aussi feront cette conversion ultérieurement. Oui, tout à fait. On sait, il y avait une imprimerie, hein, quand le Parisien a été racheté par le groupe LVMH. Donc l'imprimerie a été fermée à ce moment-là, donc c'est il y a 6 ans, et on a décidé effectivement de céder la distribution. Alors je précise pas la partie commerciale et l'ouverture des points de vente supplétifs. Donc ça, c'est quelque chose qui reste aux Parisiens, parce qu'on continue de penser que c'est un très bon réseau et c'est un bon relais de croissance, en tout cas pour la vente au numéro. Mais effectivement, notre avenir est plus dans les contenus et dans la tech, et un peu moins dans la distribution papier. Merci Sophie pour cette précision. Vous incarnez à travers le Parisien en Ile-de-France. Dans cette séance, je ne suis que le monsieur loyal qui bénéficie d'un plateau exceptionnel que nous devons à la surimplication de Stéphane Delaporte et 366, et tout naturellement, il lui revient d'avoir, je dirais, les derniers mots. Que va-t-il faire encore de plus et de mieux pour la PQR? Parce que je pense que vos actionnaires sont satisfaits de vous, mais ils en veulent toujours plus. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'actionnaire est exigeant et il a raison de l'être. Alors, ce qui est merveilleux avec Jean-Clément, c'est qu'on découvre les sujets qu'on doit traiter 5 minutes avant de les traiter. Mais cela dit, effectivement, je vais essayer d'apporter un éclairage sur ce qu'on va continuer à faire en vous disant que, rappelez-vous, quand on a créé 366 il y a maintenant 6 ans, l'idée, elle était double. Premièrement, d'avoir une seule expression du média au sein de la représentation nationale du commerce. Et deuxièmement, rendre le plus simple possible l'accès à l'ensemble des proximités qui étaient des proximités évoquées, enfin qui étaient proposées par la PQR, qu'elles soient des proximités exprimées par le print, le digital, et puis bien sûr maintenant par la télé. Alors je ne reviendrai pas sur le point qui a été évoqué par Sophie dernièrement et juste avant par Patrick sur l'importance de la vidéo. Effectivement, on voit bien que notre métier, pour nous les publicitaires, est en train de riper sur un modèle vidéo. J'y rajouterai juste un petit point, c'est qu'il y a le modèle de l'audio qui va aussi être, lui, très important dans les mois qui viennent. Et donc, comment est-ce qu'on va continuer à développer notre business et à l'amplifier? Tout simplement en massifiant considérablement la façon que nous avons de présenter les assets de la PQR. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans un phasing ou dans un momentum à échéance de 16-18 mois qui va avoir se créer des monstres publicitaires. Je fais directement allusion là à la fusion M6-TF1 qui va peser 2,7 milliards, c'est-à-dire plus que Google en France. Et donc le marché publicitaire et les annonceurs et les agences
vont avoir en phase 2 des groupes extrêmement importants. Et il faut que pour que ce qu'expriment les médias de proximité dont la PQR fait partie, eh bien, ils ont une structure qui soit en capacité de discuter, pas à égalité parce que ce ne sera jamais le cas, mais en tout cas plus forte que ça n'est aujourd'hui, malgré les développements de cette activité qui, depuis 4 ans, ne cesse d'être positif, y compris pendant l'année de Covid. Donc c'est dans cette direction que nous allons nous travailler, c'est-à-dire être en capacité, bien sûr, de traiter les proximités de la PQR, mais par extension, l'ensemble des proximités, et pas que géolocalisées et pas que géographiques, toute l'expression qu'on peut avoir dès lors qu'on veut traiter la proximité avec un annonceur, la proximité de cet annonceur versus le client et la proximité versus le média. Donc on va travailler dans cette direction. L'idée étant bien sûr de continuer en étant le plus simple possible d'accès, parce que ça a été cité par vous tous, les GAFA. Dans la réussite des GAFA, il y a un truc qu'on oublie assez rapidement, c'est en fait la simplicité d'emploi que ça représente. C'est d'une simplicité tellement facile d'utilisation que non seulement ils sont bons techniquement, mais en plus ils sont simples à utiliser. Donc il faut que nous, on soit aussi simples à être utilisés dès lors qu'on exprime une multitude de proximités et une multitude d'assets, puisque les assets ne cessent de se multiplier. Et enfin, je terminerai en disant, en remerciant mes actionnaires, en remerciant les actionnaires de 366, bien sûr pas les miens, de la PQR et Sophie aussi, parce qu'elle a été à un moment donné, pour avoir eu la vision, l'intelligence et le courage, parce qu'il en fallait à cette époque-là, de se dire, eh bien écoutez, on va partir d'une feuille blanche, on va créer une entreprise et on va créer un hub qui va permettre d'être plus puissant. Alors il est vrai que les 2 premières années, ça a été compliqué, mais c'est normal parce que quand on part d'une page blanche, il faut probablement plus de 2 ans, plus d'1 an et demi pour que ça soit inscrit et rentable. Mais aujourd'hui, on en récolte les fruits, et non pas les frais. On en récolte les fruits et en plus, il se trouve que on a ce qu'on appelle, nous, un phasing sociétal qui est extrêmement positif pour la PQR. Donc il n'y a pas de raison que demain, ça s'arrête. Pascal, Hubert, Nicolas, David et aussi bien sûr vous, Stéphane, grâce à votre parfaite maîtrise des horloges, nous pouvons terminer ce débat comme ceux qui l'ont rendu possible. N'oublions pas que c'est à l'énergie de Patrick et de Dorothée Faux que cette 15e édition a lieu pour la presse au futur. Merci encore de votre présence à cette tribune. Merci de votre grande attention. Comme la PQR est un sujet permanent, je voudrais non pas penser que vous allez aller à la découverte de la presse quotidienne régionale, mais dans la collection La Découverte à la recherche, vient de sortir par la directrice adjointe de l'école de journalisme de Aix-Marseille, que j'ai l'honneur de présider. La presse quotidienne régionale, c'est un petit complément après les classiques sur cette presse de Jean-François Lemoine et de Louis Guy-Gaillon. Merci en tout cas à tous pour votre participation et à vous tous pour votre attention. Merci encore.